Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir. Comme nous l'avons affiché dans nos murs, que nous aurons l'occasion et la joie d'accueillir dans notre chaîne Facebook FM Comores pour un entretien exclusif avec Madame Malisa pour nous en parler de la politique étrangère de la France envers les pays africains. Ainsi que d'autres questions, nous allons aborder à ce jour qui correspond mercredi 19 juin 2024. Sans tarder, avant de vous laisser la parole, ma première question est reformulée comme ceci. Nous constatons ou nous observons ces dernières années que la plupart des pays africains rejettent en bloc la politique française. À l'exemple du Burkina Faso, Mali, Niger. Ces régimes sont dirigés par des militaires. Est-ce n'est pas une faillite de la diplomatie française envers les pays africains? Je vous laisse la parole, Madame Malisa. C'est ma première question. Bonjour à toutes et à tous. Heureuse de vous retrouver sur la chaîne de Facebook FM comme chaque semaine. Et aujourd'hui, à situation exceptionnelle, donc émission exceptionnelle. Et donc nous avons tenu à aborder la question relative à la politique intérieure française, notamment telle qu'elle découle de la dissolution de l'Assemblée nationale, mais également aborder la question de la politique étrangère de la France. Alors la première question on reprend finalement celle de l'échec de la politique française en Afrique. Je pense que ce n'est pas une insulte que de le constater. Il y a effectivement qu'à voir ce qui s'est passé notamment au Burkina Faso, au Mali, au Niger, et la manière dont cela s'étend à d'autres pays. Effectivement, il y a quelque part un ras-le-bol des Africains vis-à-vis de la France. Alors, il faut peut-être essayer de relativiser, en tout cas de comprendre les raisons de ce désamour. Parce qu'entre l'Afrique francophone et la France, il y a quand même un lourd passé notamment colonial. Et c'est cette période post-coloniale qui, sans nul doute, n'a pas été abordée de la manière la plus efficace ou de la manière la plus conventionnelle. Aujourd'hui, le continent africain a soif d'un renouveau, a soif de développement, a soif d'émancipation, et elle considère, à raison, il me semble à mon humble avis, que la politique française ne permet pas, en tout cas ne le fait pas d'une manière qui leur soit favorable. Sans nul doute, y a-t-il trop encore aujourd'hui un regain de paternalisme de la part des autorités françaises envers les pays africains, et donc forcément cette jeunesse-là, en tout cas les pouvoirs en place, cherchent à sortir finalement du giron de l'influence française. Ça, c'est pour les reproches qu'aujourd'hui on peut faire à la diplomatie, ou en tout cas à la politique française en Afrique. Maintenant, je relativise mon propos. Pourquoi? Parce qu'il faut être deux pour danser le tango. Ce qui signifie que la France a sa responsabilité sur l'échec de la politique qu'elle a actuellement en Afrique, notamment son aide au développement qui n'est pas adaptée aux besoins des populations et des territoires. Et ça, je pense que je suis bien placée pour le dire parce que j'ai travaillé au sein de ces services-là. L'aide au développement n'est pas adaptée aux réalités sociales, culturelles, économiques et ne sert pas de manière effective les populations et les territoires. Ça, c'est un fait. Pour autant, comme je le disais, il faut être deux pour danser le tango. C'est-à-dire que nous avons aussi un problème au sein de la gestion africaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gouvernants que nous avons eus jusqu'à présent, et ça, c'est un constat qu'on ne peut que reconnaître, n'ont pas su diriger leur pays comme il le fallait, n'ont pas su gérer les ressources comme il le fallait, et nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Donc, nous nous retrouvons finalement avec deux responsabilités. Une responsabilité africaine des dirigeants qui n'ont pas géré leur pays
comme il le fallait, qui n'ont pas su apporter une bonne gouvernance, qui n'ont pas su apporter un développement dans leur pays. Et de l'autre côté, nous avons certes des autorités françaises qui conservent un peu ce paternalisme. On est encore dans une ère post-coloniale, avec sans doute des intentions qu'on peut considérer comme étant louables, mais ou parfois qui ne sont pas louables lorsqu'on regarde certains intérêts économiques, certains groupements économiques français qui effectivement font passer leur intérêt d'abord. Donc voilà, on se retrouve face à ces deux constats, hélas. Moi, je prendrais pour exemple celui des Comores, puisque bien évidemment, c'est celui dont on peut le mieux parler sur Facebook FM. Quand on regarde la gestion du pays telle qu'elle est effectuée par les politiques actuelles et antérieures, ben, on ne peut pas rejeter toute la faute sur la France. Il faut quand même admettre que la gestion est chaotique et que lorsque vous regardez les pays qui sont voisins au nôtre, regardez les Seychelles, regardez Maurice, regardez les Maldives, etc. Nous avons plein d'exemples au sein de l'océan Indien. Regardez même Madagascar. On a beau dire que Madagascar est un pays pauvre, il n'empêche qu'aujourd'hui les Comoriens vont à Madagascar pour se soigner, les Comoriens vont à Madagascar pour étudier. Donc c'est-à-dire que nous avons accepté le fait que Madagascar a un niveau de vie qui est supérieur à celui des Comoriens. Donc tout ça pour dire qu'au sein même de notre environnement immédiat, nous avons des exemples de pays qui sont parvenus à un niveau de développement que nous n'avons pas aux Comores. Et cette faute-là ne peut pas être totalement imputable à la France, c'est pas possible. Il faut reconnaître aussi les erreurs en interne. Et il y a plein d'autres exemples de pays insulaires comme le Cap-Vert qui réussissent là où nous échouons. Si on peut dire que parce que vous avez parlé de l'aide au développement surtout, comme vous l'avez dit, vous avez travaillé sur Expertise France. La plupart de la population africaine disent que ou surtout les autorités françaises dit que on aide ce pays, mais la plupart de ces fonds ne sont pas parvenus à la population, qu'ils puissent voir des projets énormes qui peuvent parce que en parlant des projets énormes, on peut dire pour lutter contre le chômage, pour lutter contre le chômage et les autres. Est-ce que la faute revient aux autorités françaises ou aux autorités de ce pays africain qui prend cet argent pour le gaspiller dans d'autres manières qui n'est pas appréciée par les autorités françaises? Alors encore une fois, je mets dos à dos chaque autorité, c'est-à-dire que chaque autorité a ses turpitudes, a finalement les erreurs qui font que ces fonds finalement ne permettent pas un développement visible et effectif. On va commencer par les autorités françaises. Les autorités françaises, par exemple, ont promis un fonds de 150 millions pour l'aide au développement des Comores. 150 millions d'euros. Donc, et ces fonds-là, pour leur utilisation, la France les flèche sur différents programmes. Mais elle les flèche pas de manière unilatérale. C'est-à-dire qu'il y a des discussions, il y a des accords qui sont signés avec la partie comorienne. Maintenant, c'est à la partie comorienne aussi de dire, eh bien, ça je veux ou ça je veux pas. Ça, ok, ou ça, non, je ne suis pas d'accord. Ou ça, ce serait plus approprié parce que finalement, c'est la partie comorienne qui sait ce dont elle a besoin, qui sait qu'est-ce qui lui manque, qu'est-ce qui fait défaut aujourd'hui. Donc, la partie française propose, donne finalement ses fonds, mais c'est à la partie comorienne aussi de savoir, dans ses relations diplomatiques, dire ce qui correspond à ses besoins et ce qui ne correspond pas. Donc, si il y a en face, il n'y a pas une politique comorienne capable d'avoir une véritable direction sur l'aide qu'elle accepte, eh bien, effectivement, les populations ne peuvent pas voir l'effectivité de ces dons reçus. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, non, on peut pas dire que c'est la partie comorienne qui dilapide, etc., parce que les fonds sont encadrés, les fonds sont fléchés, etc. Il y a une part non négligeable qui va effectivement en frais de fonctionnement, en frais de gestion, etc. Grosso modo, je dis bien grosso modo, lorsqu'on effectue un ratio sur des fonds d'aide au développement,
eh bien, on peut considérer que vont dans les projets concrets directs un tiers des sommes annoncées. Voilà, un tiers, à peu près. Vraiment, je dis à la louche. Il y a des programmes sur lesquels ben, c'est visible, effectif, c'est concret. Il y a des programmes où effectivement ça reste davantage sur des ateliers, sur des consultations, sur des expertises, etc., etc. Et ça, je crois qu'effectivement les populations n'en veulent plus. Ils veulent des programmes concrets qu'on peut mesurer, qu'on peut chiffrer et qui ont un véritable apport pour les territoires et pour les populations. Si j'ai bien compris, ça revient aux autorités de négocier, comme à l'exemple du Sénégal. En arrivant au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye et l'arrivée du premier ministre Ousmane Sonko avait euh, euh, répondu à ces questions qu'ils ont besoin de renouveler les accords avec les pays partenaires. C'est-à-dire c'est aux autorités des pays africains de renouveler ces accords. Ok. Tout à fait. Et je pense qu'il est vraiment important lorsqu'on accepte de l'aide, voilà, de savoir de quoi a-t-on besoin et qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Et souvent, je suis indignée lorsque je vois de grandes cérémonies, de fastueuses cérémonies. Pour inaugurer quoi? On inaugure un don qui nous a permis de réaliser des toilettes. Mais sérieusement, c'est même indigne de dire que voilà, on organise une cérémonie pour ça. On devrait, lorsque on sollicite des aides ou lorsqu'on accepte des aides, que ce soit sur des programmes concrets, mesurables, efficaces, vraiment à destination, je le répète encore une fois, du peuple et des territoires, mais pas rester sur du saupoudrage, pas rester sur, comme dirait le président Macron, de la poudre de perlimpinpin. Voilà, on veut vraiment quelque chose de Concret. visible et de concret. Et désormais, il faut rappeler aux autorités comoriennes de ne pas accepter tout et n'importe quoi. Voilà, je pense qu'il y a d'autres pays, lorsqu'ils sollicitent des aides, ben on sait que voilà, cette aide-là a permis de financer la construction d'une université ou la construction d'une grande bibliothèque à vocation régionale. Aujourd'hui, nous avons des étudiants qui sont estimés actuellement à l'université de Mvuni autour de 17 000 étudiants. Est-ce que vous avez un centre de recherche? Est-ce que vous avez un laboratoire de recherche? Est-ce que vous avez une bibliothèque où les étudiants peuvent effectivement avoir accès à des ressources, etc., etc. Je veux dire le minimum syndical. Donc, lorsqu'on négocie des accords de coopération, par exemple sur l'enseignement supérieur ou sur d'autres sujets, il faut vraiment que ce soit au service des populations auxquelles elles sont destinées. Merci pour cette question au niveau de coopération entre la France et les pays africains. Nous passons à la deuxième question sur la politique française encore. Moi, ma question est la suivante parce que nous voyons que euh, le parti de Marie Le Pen, le Front National, prend de l'ampleur au niveau de la France. En citant des exemples, récemment, il y avait des élections européennes et nous l'avons constaté, tout le monde, que le Front National est arrivé en tête de ces élections. Quelle est votre observation par rapport à cette montée en flèche du parti Front National au niveau de la politique française? Alors, d'abord, replace encore une fois des choses dans le contexte. Ce n'est pas propre à la France. Il y a un populisme qui monte dans tout le monde occidental. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé en Italie. Oui. Avec Giorgio Meloni. Exactement. Oui. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé jadis au Brésil, Oui. même s'il y a eu une alternance politique, mais il faut pas oublier le président brésilien qui était là il y a encore peu. Oui. J'en veux pour preuve ce qui se passe aux États-Unis avec Trump, etc., etc. Donc des exemples, nous en avons plein en Europe et aux Amériques. Donc c'est montrer qu'en fait c'est une situation qui hélas se répète dans plusieurs pays occidentaux. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément c'est pourquoi il y a cette montée du populisme. Tout simplement que lorsqu'on a une période de récession, une période de crise économique, une période de difficulté, eh bien, on cherche à faire endosser la responsabilité sur quelqu'un. Et qui est le bouc émissaire aujourd'hui? Ce sont les immigrés. Donc, c'est plus facile aujourd'hui pour les partis comme ceux du RN de taper sur l'immigré en disant que c'est la faute à l'immigré, alors que non.
Aujourd'hui, on va venir nous dire que, par exemple, le chômage, ce serait la faute à l'immigré, mais en quoi le chômage serait la faute à l'immigré quand on sait qu'on a 300 000 emplois qui ne sont pas pourvus dans le domaine de la restauration, dans le domaine du tourisme, et que ce sont donc des emplois que finalement les Français n'en veulent pas, alors que les immigrés sont prêts à les occuper. Premier élément. Deuxième élément, on ne peut pas venir dire aujourd'hui qu'on n'a pas suffisamment d'actifs pour financer les retraites, alors qu'il y a des gens qui sont là pour travailler, parce que les immigrés viennent pour travailler. Ils ne quittent pas leur pays, ils ne quittent pas des guerres et des famines sans raison. S'ils les ont quittés, c'est bien parce que la vie n'était plus possible dans leur pays d'origine et parce qu'ils souhaitent aussi apporter économiquement une valeur ajoutée. Donc, toutes ces raisons font qu'aujourd'hui, l'URN se défausse sur les populations immigrées. Les autres partis politiques, lorsqu'ils n'ont rien à proposer, font de même, mais ceux qui ont quelque chose à proposer, ils n'ont pas besoin de taper sur les immigrés. Quand vous regardez, il y a plusieurs rapports qui existent. L'apport de l'immigration par rapport au coût de l'immigration, moi, on se rend bien compte que l'apport est supérieur au coût. Donc, le deuxième motif qu'ils invoquent, non plus le motif économique, mais le motif lié à la délinquance, là encore une fois, les faits parlent pour eux-mêmes. Ils sont têtus. Il ne s'agit pas d'une délinquance qui est importée, qui vient de l'extérieur. On prend des frais divers, isolés, et on veut en faire une généralité, ce qui est totalement absurde. Et pour terminer, donc il y a une politique qui souhaite absolument à ce qu'on mette l'accent, des lois sur l'immigration, des lois sur l'asile, des lois toujours sur l'étranger, sur l'étranger, sur l'étranger. Ce ne sont pas les étrangers qui font qu'on a des difficultés aujourd'hui dans l'éducation. On a des problèmes en France qui sont liés à la vestuté d'abord des écoles, au manque d'enseignants dans les écoles, aux difficultés des programmes scolaires, au niveau de la France qui est considérablement en baisse par rapport aux autres pays de l'OCDE. Donc ça, c'est pas la faute aux étrangers ce qui se passe dans l'éducation. C'est pas la faute aux étrangers ce qui se passe aujourd'hui au sein des hôpitaux français. On a vu les soignants manifester, etc., sur les conditions de travail, etc. Donc, il y a des problèmes qui sont prioritaires en France et on ne s'attaque pas à ces problèmes-là, on s'attaque uniquement aux étrangers parce que finalement, ces politiques-là n'ont pas de solution concrète à proposer à leurs concitoyens. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a cette montée du RN qui est très grave et il faut contrer. Je tiens à faire un petit focus sur Marseille. Oui. Et un petit focus sur Marseille et la communauté comorienne. Nous allons arriver sur cette question des élections. Parce que à travers ces élections européennes, nous savons que le président de la République française, Emmanuel Macron, a pris l'initiative de faire dissoudre l'Assemblée nationale. Quelle est votre réaction? Parce que la plupart de la population française se prononce que c'est un échec. C'est un échec où il parle que c'est une gravité de dissoudre l'Assemblée dans cette période. Parce que nous voyons que le Front National prend de l'ampleur au niveau de l'électorat français. Quelle est votre appréciation par rapport à cette dissolution de l'Assemblée faite par le président actuel Emmanuel Macron? Alors, cette dissolution de l'Assemblée nationale, elle est dangereuse. Je pense que tous les commentateurs politiques ont pu faire ce constat. C'est jouer finalement à la roulette russe. C'est quitte ou double. Voilà. C'est soit le RN passe, soit il ne passe pas. Et c'est un jeu qui est très dangereux. On peut dire que c'est une arme de double tranche. Oui, c'est ça. C'est une arme à double tranchant. Oui. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Maintenant, on nous a mis sur le fait accompli. On n'a pas le choix. Il faut réagir. Les élections anticipées donc ont lieu la semaine prochaine. Le laps de temps est très court. Mais en même temps, le président Emmanuel Macron n'avait pas le choix. Parce que constitutionnellement parlant, à partir du moment où il dissout l'Assemblée, il est obligé d'organiser des élections entre 20 et 40 jours. 40 jours, on aurait été pendant l'été, les gens seraient partis en vacances, il y aurait les Jeux Olympiques, etc. C'était pas possible. Donc, il a décidé que ce soit la semaine prochaine. C'est très dangereux, donc c'est pour ça qu'il est vraiment important, urgent, qu'on se mobilise et qu'on aille voter. Vraiment, parce que sinon, les premiers à payer le tribut de Marine Le Pen au Jordan Bardella Premier ministre, par exemple,
bah, ce sera nous, les populations d'origine immigrée. Et ça, à plusieurs niveaux, mais vraiment sur beaucoup de choses. Je pourrais les lister pendant des heures, les risques que cela représente pour nous particulièrement, pour la France de manière générale, pour les droits des citoyens de manière générale, parce qu'on est bien conscient que le RN, c'est un danger pour la démocratie, c'est un danger pour les droits des femmes, c'est un danger pour beaucoup de choses, c'est un danger économique, etc., etc. Mais ça représente aussi un danger particulier pour les populations d'origine immigrée, et c'est la raison pour laquelle, peut-être un peu après, on fera un focus sur Marseille et sur la Par rapport à ces élections, comme vous l'avez dit, c'est très dangereux de faire dissoudre en ce moment l'Assemblée nationale, a mobilisé plusieurs politiciens de la France. À l'exemple de l'ancien président de la République française, François Hollande, qui s'est prononcé d'y aller aux élections législatives. Même Sarkozy, Nicolas Sarkozy, ex-président de la République française aussi, s'est prononcé sur les journaux français en disant que c'est une extrême grave décision qu'il avait prise et c'est une enjeu que les Français et les Françaises doivent se mobiliser pour aller voter au maximum pour faire marche. pour arrêter l'extrême droite. Moi, je voulais avoir ton appréciation parce que bon, nous savons que même les footballeurs Mbappé. Mbappé, à l'exemple de Mbappé, Marcus Thuram, même Thierry Henry, il est sélectionneur maintenant. Ils ont appelé la population pour aller voter massivement pour faire barrer à l'extrême droite. Nous voulons savoir aussi votre apport par rapport à cette déclaration, même que l'ancien président a pris l'initiative, parce que la plupart des Comoriens ne comprennent pas. Ah, François Hollande s'est proclamé d'y aller aux élections législatives. Ils n'ont pas l'habitude que un président de la République devient un député. Quelle culture que pouvez-vous dire par rapport à cette C'est tout à son honneur. mobilisation? C'est tout à son honneur. C'est tout à l'honneur de François Hollande de revenir modestement là où tout a commencé pour lui, parce qu'il faut rappeler qu'il était député, et d'affronter à nouveau le suffrage universel, ne serait-ce à l'échelle des législatives. Et c'est tout à l'honneur de ces sportifs aussi d'avoir pris position clairement contre l'extrême droite, parce que je pense qu'il ne faut pas trembler, il ne faut pas tergiverser, il faut être clair et net sur ces questions-là. Donc vraiment, je salue leur courage et je vais bien entendu dans le même sens. La seule nuance que j'apporterai lorsque nous avons des responsables politiques qui aujourd'hui mettent dos à dos l'extrême droite et l'extrême gauche, là par contre je ne peux pas avoir le même discours. Je pense que même c'est irresponsable de les renvoyer dos à dos. Je ne peux pas considérer de la même manière l'extrême gauche et l'extrême droite. Ce n'est absolument pas possible. Quand l'extrême droite est contre les droits des femmes, quand l'extrême droite est contre l'étranger de manière générale, quand l'extrême droite tient aussi des positions économiques qui sont plus hasardeuses, etc., etc., je ne peux pas les mettre au même niveau que l'extrême gauche. Ce n'est absolument pas possible. Il ne faut pas oublier les origines du RN. Le RN, c'est le Front National. Le Front National, c'est un parti qui est issu des pétainistes. Les pétainistes, on revient à la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce sont quand même des gens, ce sont des gens qui ont quand même eu des actes fascistes, racistes, issus du nazisme, et on ne peut absolument pas aujourd'hui les comparer à l'extrême gauche. Je pense que c'est extrêmement dangereux de se tenir ce type de discours et de vouloir les mettre absolument sur la même position. C'est pas possible. Ce serait induire les personnes qui votent en erreur. Et pourtant, je ne suis pas d'extrême gauche. Loin s'en faut. Ceux qui me connaissent savent que je suis une femme de droite. Mes positions, ce sont celles d'une droite humaniste. Moi, je tiens des positions qui sont celles qu'ont pu tenir jadis Alain Juppé ou celles que tiennent actuellement Dominique de Villepin. Ça, ce serait ma ligne à moi, mais c'est personnel. Ça, bien sûr, ne tient qu'à moi. Mais pour autant, je ne pourrai jamais mettre au même niveau l'extrême droite et l'extrême gauche. En parlant que vous êtes de droite humaniste, nous savons qu'il y a une profonde crise
au niveau du droite parce que Eric Ciotti, le président Ciotti, Eric Ciotti, a fait un entretien et il a prononcé qu'on peut aider le Front National. Cette déclaration a provoqué une profonde mécontentement au niveau des cadres du parti. Même ils l'ont fait exclure du parti. Mais Ciotti a refusé. Il avait interjeté un appel au niveau de la justice française. La justice française a donné raison à Ciotti, Eric Ciotti. Nous voulons savoir par rapport à ça parce que c'est une profonde crise qui secoue la politique française actuellement, surtout un parti comme celle de Eric Ciotti, avec des cadres autres qui l'ont fait exclure de ce parti. oui, tout à fait, c'est une honte. C'est une honte. Ce que Eric Ciotti a fait est une honte. Et ça va totalement à l'encontre des principes gaullistes. On ne peut pas prétendre être un parti politique qui représente l'héritage du général de Gaulle et prôner une alliance avec le Front National. C'est impossible. Il faut rappeler le général de Gaulle, l'appel du 18 juin. C'est quand même la personne qui est rentrée en résistance contre le nazisme. C'est quand même la personne qui est rentrée en résistance contre le pétainisme. Donc on ne peut pas dire qu'on est issu des rangs du gaullisme, défendre les principes et les valeurs qui ont animé le général de Gaulle, et aujourd'hui faire alliance avec ceux qui prônent l'héritage de Pétain. C'est pas possible, c'est incohérent. Donc la crise qu'il y a aujourd'hui à droite, elle est due à des comportements comme ceux d'Eric Ciotti, et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, d'ailleurs, plus personne ne lui fait confiance, et tous les cadres de LR, d'ailleurs, se sont désolidarisés de la position d'Eric Ciotti. Il est vraiment le seul chez les LR aujourd'hui comme cadre à tenir cette position-là. Tous les autres se sont désolidarisés. Et c'est peut-être finalement aujourd'hui ce qui fait le désamour des Français à droite. Moi, je n'ai jamais été adhérente des LR. Moi, je suis plutôt droite centriste. Mais pour autant, j'ai été une sympathisante quand même puisque j'ai été élue sur des listes de l'ex-UMP et nos positions ont toujours été claires. Jamais d'alliance avec le Front National. Et donc faire cette alliance-là, c'est trahir les valeurs et les principes qui ont toujours été les nôtres. Lorsque vous reprenez les positions de Jacques Chirac, par exemple, sur le conflit israélo-palestinien, sur le conflit lorsque les Américains ont voulu aller faire la guerre en Irak, etc., etc. Vous voyez bien que c'était des positions humanistes. Vous voyez bien que ces mêmes positions ont été défendues ensuite par Alain Juppé. Vous voyez bien que également aujourd'hui, la seule personne, le seul homme politique qui tient un discours cohérent aujourd'hui en matière de politique étrangère, en matière de politique intérieure, il n'y a qu'un seul homme, c'est Dominique de Villepin. Dominique de Villepin. Ok, merci beaucoup, maître. Nous savons que les élections vont se dérouler du 30 juin pour la première tour et le 7 juillet pour la deuxième tour. Quel message que vous pouvez transmettre, surtout à la communauté comorienne qui réside en France, parce que nous traversons une crise politique au niveau de la France, parce que sachant que même un ex-président a pris l'initiative de participer à une élection législative, vraiment là on voit qu'il y a une crise. Quel message que vous pouvez transmettre à la communauté comorienne, surtout celle de Marseille? Alors, la communauté comorienne à Marseille, elle a un pouvoir énorme dont elle n'en a pas conscience. Et c'est un drame. C'est un drame pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde le listing électoral, on se rend compte que dans des secteurs comme le 15-16, finalement, potentiellement, on aurait un électeur sur 5 qui serait d'origine comorienne. Quand vous regardez dans le 13-14, le 13-14, c'est 150 000 habitants. C'est l'équivalent d'une ville comme Grenoble. Et dans ce secteur, la population française d'origine comorienne, ce serait à peu près équivalent à un électeur sur 4. Or, dans ce secteur, c'est le Front National qui gagne. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? De deux choses l'une. Soit ça signifie que nous-mêmes votons Front National, soit ça signifie qu'en fait on ne va pas voter. Or il y a un tout petit peu de la première option, mais beaucoup de la seconde. Parce que quand on regarde les cahiers d'émargement, moi je vous invite à le faire.
tout le monde y a accès. Après les élections, vous allez à la préfecture, vous demandez l'accès au cahier d'émargement. Moi, je le fais systématiquement après une élection. Mais je constate quoi? Qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pas voter. Il y a des personnes qui votent le Front National. Moi, je l'ai vu dans certains quartiers. Donc, on pourra pas me dire le contraire. J'ai vu des cahiers d'émargement où j'ai vu où ces cahiers d'émargement sont ceux de quartiers populaires et pour autant, le Front est passé. Donc, c'est soit nous-mêmes, nous avons voté Front, soit nous avons laissé beaucoup d'autres aller voter. Nous ne sommes pas allés voter alors que nous sommes nombreux. Donc, aujourd'hui, ce que je voudrais dire, c'est qu'il est temps que la population française d'origine comorienne se mobilise. Quand on sait le pouvoir électoral qu'elle détient à Marseille, alors c'est à aujourd'hui de faire la démonstration. Donc, allez faire barrage au Front National. Peu importe pour qui vous votez par la suite. Vous pouvez voter la droite, vous pouvez voter, sauf la droite de Ciotti, s'il vous plaît. Celle-là, hors de question. Vous pouvez voter la gauche. Vous pouvez voter même ensemble la liste d'Emmanuel Macron. Peu importe. Mais allez voter et votez contre le Front National. Donc, allez voter massivement parce que ça sera déterminant. Dans les secteurs 2, 3, 13, 14 et 15, 16, c'est la voix des Français d'origine comorienne qui sera déterminante. Donc, allez voter. Sinon, ne venez pas vous plaindre demain. Lorsque l'Assemblée nationale aura basculé, il sera totalement à l'extrême droite. Lorsque le Premier ministre sera d'extrême droite, ne venez pas vous plaindre demain. Assumez à ce moment-là les conséquences de vos actes ou de l'omission de vos actes. Moi, je veux vraiment être clair sur ce point-là. Parce qu'il y aura beaucoup de droits qui n'existeront plus. Les droits à prestations sociales pour les personnes d'origine étrangère, oubliez-les. Les droits à la sécurité sociale pour les personnes d'origine étrangère, oubliez-les. Le droit du sol, oubliez-le. Ainsi de suite. C'est-à-dire que je peux, pendant des heures, vous parler du programme du Front National, mais je ne souhaite absolument pas passer mon temps là-dessus. Vous êtes conscient du danger. Soit vous allez voter en connaissance de cause, soit vous n'allez pas voter dimanche, mais en connaissance de cause. Madame Malisa, êtes-vous candidat ou pas aux élections législatives? Pas du tout. Je ne suis absolument pas candidate aux élections législatives, mais puisqu'on était en train de parler du vote des citoyens français d'origine comorienne, il y a aussi un petit message que je souhaite faire passer. Oui. Je souhaite faire passer un message à nos compatriotes français d'origine comorienne qui sont aux Comores. Vous vous êtes inscrit sur un registre du consulat. Donc vous êtes censé aller voter. Vous n'êtes pas allé voter lors des élections européennes. J'espère que cette fois-ci, pour les élections législatives, vous irez voter. Parce que c'est bien beau de réclamer des droits, mais vous avez aussi des devoirs. Donc, allez voter la semaine prochaine. Vous avez des candidats qui représentent les Français de l'étranger. Donc, ils sont censés défendre aussi vos intérêts, vos droits. Donc, allez voter pour le candidat, peu importe quel candidat. Parce que j'ai été extrêmement choquée de découvrir les résultats du bureau de vote qui est au consulat de France à Moroni et de découvrir qu'il y avait des dizaines de voix qui avaient été accordées à l'extrême droite. Donc, de deux choses l'une. Soit vous votez extrême droite et honte à vous, soit vous n'êtes pas allé voter. Et certaines personnes mal intentionnées, eux, ont voté extrême droite au sein du consulat de France à Moroni. Et ça demeure quand même un scandale. J'en suis particulièrement choquée et outrée. Donc, je vous invite, chers concitoyens, à exercer votre devoir et votre droit de vote. Donc, si vous êtes aux Comores, que vous êtes inscrit sur les registres, allez voter. Et si vous n'êtes pas inscrit sur les registres, je vous invite à vous inscrire pour les prochaines élections. Merci Madame Malisa. Une dernière question. Quelles est les mesures d'urgence à prendre par rapport à l'arrivée de la nouvelle Assemblée? Quelles sont les mesures d'urgence à prendre à l'arrivée de la nouvelle Assemblée s'il est élu l'Assemblée nationale? C'est-à-dire les lois que l'Assemblée nationale doit prendre en urgence. En urgence, voilà. Il y avait des commissions qui étaient en train d'étudier beaucoup de dossiers à l'Assemblée nationale et il conviendrait que ces dossiers soient bien évidemment remis à l'ordre du jour. Il y avait des dossiers qui étaient relatifs aux violences faites aux femmes. Donc ça, c'est quand même un dossier qui est très important, qui est prioritaire quand on connaît le nombre de féminicides que nous avons en France. Il y avait le dossier relatif à la fin de vie. Il y a beaucoup de nos concitoyens qui souffrent, qui sont en fin de vie pour cause de maladie et qui ont besoin d'assistance pour mettre fin à leur jour sans être obligés d'aller à l'étranger. Donc voilà, il y a des dossiers humains
j'ai envie de dire vraiment humain. Et je pense que la priorité aujourd'hui, c'est de remettre l'humain au milieu, au centre de la politique. Parce que les politiques violentes vis-à-vis de nos concitoyens n'apportent rien de bon. Donc il faut remettre de l'humain. Ainsi que s'achève notre entretien d'aujourd'hui avec Madame Malisa pour nous parler de la politique étrangère française au niveau de l'Afrique. Nous avons parlé sur les élections européennes qui se sont passées la semaine dernière et les perspectives et les conséquences de ces élections qui a provoqué la dissolution de l'Assemblée. Un seul message que nous avons bien assimilé sur cet entretien. Madame Malisa s'est prononcée pour appeler la communauté comorienne d'aller voter massivement aux élections législatives du 30 juin et du 7 juillet. Et merci, Madame Malisa. Juste, pardon, j'ai oublié. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui vont partir en vacances. Oui. Allez faire une procuration. Allez faire une procuration. Vous pouvez la faire en ligne. Si vous avez une identité numérique, la valider en ligne. Si vous n'avez pas d'identité numérique, vous le faites d'abord en ligne, vous allez au commissariat, vous la validez, laissez une procuration à votre voisin, à votre fille, à votre ami, peu importe. Faites une procuration. Ainsi que s'achève notre émission et on vous remercie d'avoir accordé cet entretien de la chaîne Facebook FM et nous remercions encore aux responsables de la Facebook FM, plus particulièrement le directeur général Abdallah Abdou Hassani alias Agua, ainsi que le directeur de programme Obeidillah Mchagama de nous avoir accordé ce moment pour qu'on puisse parler un peu de la politique française, surtout au niveau de la diplomatie, ainsi que la crise qui secoue cet pays ces dernières semaines par rapport à la dissolution de l'Assemblée nationale et les élections à venir au 30 juin 2024. Le deuxième tour, ça va se dérouler le 7 juillet 2024. Merci et nous vous en remercions aux téléspectateurs, téléspectatrices qui nous a suivis sur cet entretien. Merci.